Bonjour, écoutez, merci d'être présent. Merci à vous en ce samedi après-midi. Donc je vais vous faire, une petite présentation avec un peu de démo, sur le sujet de l'intelligence artificielle, dans le domaine du commerce. Donc je me présente, je suis Loïc Loriotte, donc je suis développeur, depuis 2009 et je suis consultant, donc en machine learning. Je suis maker, donc j'aime beaucoup tout ce qui est du domaine de l'innovation et de la fabrication assistée par ordinateur, donc le développement et donc la mise en production de solutions informatiques et aussi d'intelligence artificielle. Donc, le titre, donc IA et commerce, donc le commerce au cœur de l'IA, des solutions pour et par nos régions. Donc, au cours de la présentation, donc, vous pouvez poser des questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas. Je vais y répondre le plus vite possible pour que vous puissiez suivre euh, le sujet. Donc, des solutions pour et par nos régions. Donc, vraiment, l'effort que j'ai fait, c'est de placer l'intelligence artificielle dans le contexte local martiniquais, mais c'est valable pour la Guadeloupe, c'est valable pour la Guyane et c'est valable pour tout le pourtour, tout ce qui est région subtropicale. Voilà. Donc, on va avancer. Ça avance pas. Ah oui, voilà. Excusez-moi. Donc, alors, pour commencer, le commerce, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition de l'INSEE, le commerce regroupe les unités statistiques, entreprises, unités légales ou établissements, dont l'activité principale consiste à revendre des marchandises achetées à des tiers sans les transformer. Donc, cette activité peut comporter accessoirement des activités de production. Donc, on va un peu parler de la production, on va parler aussi, on va parler du développement de solutions IA pour faciliter les échanges entre la production et la consommation, mais compte tenu de l'environnement martiniquais, environnement caribéen, guyanais, on va aussi parler de production. Comment on produit des solutions pour faciliter les échanges entre le producteur et l'acheteur. Donc, quand on parle d'innovation dans le retail, donc là, le retail, je parle de retail. Le retail, c'est tout ce qui est vente dans la grande distribution. Je parle de retail comme étant également euh, le e-commerce et également la vente dans les petits magasins, les magasins de vente de vêtements, etc. Donc, les spécificités locales, quand je parle de spécificité locale, donc c'est la définition d'une équipe qui a un fonctionnement particulier, de méthodes, donc les méthodes qui sont liées au territoire, et des ressources également, qui sont des ressources spécifiques au territoire. Bon, en termes de ressources, on peut parler de la donnée, la data. La data, pour moi, en tout cas, dans l'explication que je vais donner, c'est une ressource. Donc les méthodes, c'est des méthodes distribuées. Voilà, c'est des exemples de façon de fonctionner pour les territoires caribéens, antillo-guyanais. Donc, le développement d'innovation dans l'IA, dans le retail, donc comme je disais tout à l'heure, on a un acheteur, on a un vendeur, et donc de ce dont je vais parler, c'est la partie qui est entre les deux, donc de l'IA, qui va faciliter la rencontre de l'offre et de la demande. Donc c'est ce dont je vais parler. Je ne vais pas parler. Alors, il y a des choses qui sont un peu du domaine du neuromarketing, du tracking de l'œil du client pour savoir s'il regarde ou pas la vidéo, des choses comme ça. Je mets ça de côté.
parce que je ne pense pas que ça soit plus intéressant que ça. C'est un autre sujet. Donc, je vais rester sur les choses vraiment basiques qui sont déjà utilisées, qui fonctionnent déjà et qui sont plutôt évidentes, simples et évidentes. Donc, le plan, il va se composer donc d'une définition assez rapide de ce que c'est que l'IA, mais vraiment, on va survoler pour que vous ayez 2-3 mots-clés qui vous permettent de comprendre ce qu'on dit. Donc, le prototypage rapide, donc c'est vraiment la démarche de développer un produit le plus rapidement possible, avec le moins de moyens possible, enfin le moins de moyens, euh, et puis avec les ressources qu'on a sur place. On va prendre les cas d'usage du commerce, donc on va essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire, donc en ayant une sorte de vue assez globale de ce que l'intelligence artificielle propose aujourd'hui qui fonctionne déjà. On ne va pas partir sur des choses trop R&D, on va rester vraiment simple. Les modalités de mise en place. Donc, dans les modalités de mise en place, je vais essayer de faire une petite démo pour vous montrer un cas où j'ai développé un prototype d'un outil qui permet de faire des inventaires dans les magasins, donc qui permettent vraiment de faire remonter des prix. Bon, vous imaginez, vous vendez, vous êtes Nutella, vous vendez du chocolat et vous voulez voir le prix affiché en rayon dans tel ou tel magasin. Vous avez la possibilité avec un téléphone de récupérer le prix automatiquement. Donc, je vais vous montrer comment on développe un prototype comme ça avec des moyens très, très faibles. Voilà. Et puis la conclusion, on va faire une petite conclusion. Donc l'IA, Kesako, donc l'IA, l'intelligence artificielle, est une constellation de technologies différentes qui fonctionnent de concert pour permettre aux machines de percevoir, de comprendre, d'agir et d'apprendre à des niveaux d'intelligence comparables à ceux des humains. Donc, on a une constellation de technologies. Donc, on a plusieurs types d'algorithmes euh, qui sont de différents niveaux de complexité. Ils permettent de façon générale de répondre à une question, oui, non, de faire des estimations et de faire des prévisions. Ils répondent à des questions assez simples. Donc, on ne va pas pouvoir répondre à des questions très, très complexes. Il n'y a pas de formalisme dans l'IA. Donc, la structuration de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et de tous les mots-clés qui s'y rattachent. Donc, de façon générale, tout en haut, on a l'intelligence artificielle. Donc, quand on rentre plus profondément, on va avoir ce qu'on appelle l'apprentissage automatique, donc qu'on appelle le machine learning. Donc, vous allez entendre, voilà, en français, apprentissage automatique, machine learning en anglais. Et dans cette bulle, dans ce sac, on va avoir tout un tas de techniques qui peuvent être utilisées pour faire de l'apprentissage, donc pour prédire des situations ou donner des réponses à des questions spéciales, très spécifiques. Donc, on a du SVN, on a de la régression, on a des fois aléatoires. Donc, c'est des choses, on ne va pas en parler, mais ça existe. Et il faut savoir que voilà, ça fait partie de la constellation. Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc, les réseaux de neurones, de façon générale, voilà, c'est une technique particulière donc, qui est du même ordre que les régressions ou les SVN. Et puis, dans les réseaux de neurones, on a ce qu'on appelle le deep learning. Donc, c'est vraiment un réseau de neurones plus complexe, on va dire, plus dense. Donc, je vais beaucoup parler de réseaux de neurones ensuite. Donc, de façon générale, quand on parle d'intelligence artificielle, quel que soit le domaine, on va avoir une structuration comme ce que je vous montre là. Donc, de façon générale, on va avoir ce qu'on appelle la data, l'acquisition de données. Donc, il y a plusieurs façons d'acquérir les données. Donc, soit les données, on les récupère sur Internet. Donc, je vais en parler un peu, mais c'est intéressant, important. Quand on rend accessible des données, que les données sont qualifiées, etc., c'est très intéressant et ça permet de travailler à des gens qui n'ont pas les sous pour faire l'acquisition eux-mêmes. Donc, c'est important. Le data cleaning, donc ça aussi. Donc, dans data cleaning, il faut voir aussi tout ce qui est la réflexion sur les données. Donc, les données, on ne les prend pas de façon aveugle. On va réfléchir sur ces données, savoir d'où elles viennent, comment elles sont structurées,
Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce que les formats sont corrects, et cetera? Est-ce qu'elles sont équilibrées? Donc, il y a toute une démarche qui est très, 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 très importante. Donc, c'est quasiment le plus de travail, c'est entre data acquisition et data cleaning. Voilà. Donc, cette partie de nettoyage des données, de comprendre comment elles sont structurées, et cetera, c'est très important. C'est l'humain qui fait ça. Ensuite, on a l'entraînement. Donc, l'entraînement, c'est une démarche de, comment dire, de définir, donc une fois qu'on sait ce qu'on cherche, de définir les objectifs. Donc, par exemple, si on veut estimer le prix d'une maison, eh ben, on va entraîner les données sur un prix en milliers d'euros à partir de paramètres comme la surface, comme le nombre de chambres, etc. Donc, cet entraînement-là, il va prendre les données qui existent déjà. Donc, quand on a la surface au sol d'une maison et le prix, et il va essayer de deviner, à partir de la surface au sol, est-ce que je suis capable de deviner le prix? Donc ça, c'est l'entraînement. Ensuite, il y a la partie inférence. Donc, c'est la partie où on va exécuter le modèle. Hein. Et donc, cette partie inférence-là, c'est ce qui nous intéresse. Quoi. Si je vends des maisons, je veux, quand je reçois un client, lui dire, bon, ta maison, tu peux la vendre tant, et puis voilà. Donc ensuite, voilà, donc le déploiement. Enfin, c'est plutôt le déploiement, puis l'inférence. Je me suis trompé, il faut inverser. Ensuite, après le déploiement, il y a une autre phase aussi. On peut estimer que le modèle, il n'est pas bon, qu'il faut le corriger, etc. etc. Donc, il y a plusieurs types de modèles. Donc, je ne vais pas forcément tout expliquer parce que probablement vous avez déjà entendu parler de tout ça. Si vous voulez plus de détails, on peut en parler plus tard. Alors, j'ai vu passer le sujet du web scrapping. Ouais, le web scrapping pour récupérer les données, c'est top. Après, il faut vérifier. Hein. Parce que des fois, on n'a pas ce qu'on cherche, ou c'est pas équilibré, etc. Mais ouais, web scrapping, c'est pas mal pour récupérer les données. Donc, on va parler des. Donc, il y a plusieurs styles il y a plusieurs techniques. Donc, si vous voulez qu'on en reparle, on peut en parler plus tard. Donc, on a l'apprentissage non supervisé. Donc, c'est vraiment quand on récupère les données et qu'on veut les classer. Donc, l'exemple le plus typique, c'est celui des iris de Fisher. Donc, vous avez des iris de différentes espèces, mais les espèces, vous ne les connaissez pas. Donc, vous classez les iris que vous avez remontés, quoi. Vous avez la taille des sépales, la taille des pétales, et puis vous allez les classer en fonction de leur taille, sépales et pétales. Et donc, à partir de ce classement-là, vous estimez que vous avez deux espèces différentes. Par exemple, une espèce avec des sépales très larges et des pétales très petites, et puis une autre espèce avec des pétales grandes et des sépales petites. Bon. C'est un peu ça l'apprentissage non supervisé. Et puis, l'apprentissage supervisé, c'est un apprentissage où on va avoir le label de la donnée qui va être fournie. Donc, le cas qu'on va avoir ici, c'est le cas de la prédiction du prix d'un appartement en fonction de la surface en mètres carrés. Donc, on estime, donc, par exemple, que la surface, ça va être en X et le prix, ça va être en Y. Donc, l'objectif, quand vous faites en fait un modèle ici, c'est de minimiser l'erreur. Donc, c'est quand vous avez votre jeu de données que vous connaissez déjà, donc la liste des ventes d'appartements, disons, sur Fort-de-France entre 2019 et 2022. Donc, ça, c'est vos données. Vous avez l'ensemble des ventes d'appartements. Il faut que vous ayez votre modèle. Donc, c'est la ligne bleue. Donc, c'est la droite qui va faire l'équivalence entre la surface et le prix, qui soit, pour parler trivialement, le plus au milieu du nuage. Il faut être vraiment, entre guillemets, au milieu pour minimiser l'erreur. Donc, l'erreur, c'est la distance en rouge entre le point et la droite en bleu. Voilà. Donc, quand vous allez minimiser ce truc-là, eh bien, vous allez être capable, avec plus ou moins d'erreurs,
d'estimer le prix d'un appartement en fonction de la surface. Et donc, si vous êtes voilà, vendeur dans l'immobilier, ça va vous permettre de faire une estimation, de proposer donc à un vendeur d'appartement le meilleur prix, le prix du marché, quoi. Voilà, le prix du marché. Et donc, ça sert à ça. Donc ici, la technique qu'il va utiliser, c'est une régression linéaire. Donc, de façon générale, j'ai vraiment essayé de simplifier, schématiser au maximum. On va utiliser des données d'entrée et on va essayer de faire des prévisions en sortie, où on peut générer aussi des nouvelles données c'est avec d'autres techniques. Mais on va dire grosso modo, l'idée, c'est de faire des prévisions. Donc, on peut avoir comme données d'entrée du texte. Donc, on peut faire, par exemple, ce qu'on appelle de l'analyse de sentiment. Donc, par exemple, sur le site de votre boutique de vente de vêtements, vous avez 1000 commentaires par mois, ou plutôt 1000 commentaires par jour, et vous allez essayer d'estimer le sentiment des clients. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ne le sont pas? Et donc, vous allez récupérer le texte donc, des commentaires, et puis vous allez, avec de l'intelligence artificielle, être capable d'estimer le sentiment global. Vous pouvez isoler aussi des profils en disant quels sont les profils satisfaits, ceux qui ne sont pas satisfaits. Donc ça, c'est quand vous utilisez du texte en entrée. Quand vous utilisez de l'image en entrée, vous pouvez, par exemple, faire de la détection de poissons-lions sur une vidéo, sur une image, voir est-ce qu'il y a des poissons-lions, où ils sont, est-ce qu'ils sont gros, est-ce qu'ils sont petits, etc. Du son, pareil. Donc, on va parler plus tard de ça, mais un détecteur de chauve-souris, voilà, à partir du son, être capable de dire il y avait une chauve-souris à 10 minutes, il y avait une chauve-souris à 20 minutes, etc. Et puis, il y a aussi le tableur, par exemple, sur l'estimation du prix. Si vous avez un tableur avec toutes les ventes de maisons à Fort-de-France entre 2010 et 2020, avec les surfaces, le nombre de chambres et le prix, vous pouvez commencer à faire de la prédiction. Donc, il y a plusieurs types de techniques, d'algorithmes. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, de machine learning, on a toute une série d'algorithmes qui sont assez variés les uns des autres. Le principe, il est toujours pareil que ce que je vous ai expliqué avant, mais il faut savoir qu'il y a toute une galaxie d'algos qui sont utilisés pour pouvoir faire des prédictions. Donc, le travail de l'ingénieur machine learning, ça va être de pouvoir choisir le bon algo, donc en fonction de sa propre expérience, en fonction des données, en fonction des recherches, etc. Donc là, ce que j'ai mis ici, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est vraiment pour donner un petit exemple. Par exemple, sur la partie tableur, on va avoir le Camins, donc qui va permettre de segmenter des clients. Donc, si vous avez, par exemple, une marketplace, vous avez des clients qui achètent de façon régulière ou pas, vous avez la possibilité de segmenter ces clients entre des clients fidèles, des clients hésitants, des clients qui ont abandonné, etc. Et puis, vous pouvez adapter votre stratégie marketing en fonction de votre segmentation. Donc, il y a plein d'usages, plein d'algos, et c'est aux spécialistes de choisir les bons algos. Donc, maintenant que j'ai fait un petit tour d'horizon du machine learning et des applications, donc là, on va parler de la partie prototypage rapide. Donc, depuis quelques mois, j'ai commencé à faire l'effort de développer des outils, des services, faire un peu de prospective, donc vraiment dans le contexte martiniquais, pour pouvoir évaluer ma capacité à produire, à innover dans un contexte qui est celui de la Martinique. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon rapide. Donc, les techniques qui sont utilisées ici, c'est des techniques qui sont aussi utilisées dans le commerce. Donc, on va faire le parallèle après, mais je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire dans le contexte martiniquais. Vous verrez que l'intelligence artificielle peut être utilisée ici de façon
quand même assez simple, je dirais. Si on a les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, les bons outils. Donc, on va parler de la quantification de poissons, de la détection de chauves-souris, du tracking de sport, du monitoring de trafic et du monitoring d'iguanes. Donc ça, on va passer assez rapidement, mais je pense que c'est intéressant de voir aussi dans le contexte caribéen qu'est-ce qu'il est possible de faire. Donc comme je vous disais, on est dans un contexte martiniquais dans lequel on peut développer des choses. Donc ce qui m'a vraiment intéressé, c'était finalement que je me rendais compte que quand on a des données, on va plus vite. Donc, quand on a les bonnes personnes aussi, donc il y a par exemple le Van Lab où je suis allé, donc c'est un laboratoire de fabrication numérique. Donc, on a des gens qui peuvent aider pour faire du prototypage, pour donner les bonnes pratiques, les bonnes personnes pour faire les achats. C'est important. Donc, les frameworks IA, donc on a beaucoup de boîtes, genre les GAFA, qui ont donc produit des frameworks, des frameworks d'intelligence artificielle, par exemple, et donc qui permet de vraiment, vraiment faciliter la vie dans le développement de solutions pour le commerce. Donc, PyTorch, c'est Facebook, TensorFlow, c'est Google, on a NVIDIA aussi qui fait des outils, etc. Donc, il y a beaucoup on a beaucoup de boîtes donc, qui proposent des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite et qui permettent d'avancer même sans beaucoup de ressources. Et puis, il y a aussi beaucoup de publications scientifiques. Donc, il faut, quand on peut, si on sait faire, quand on peut demander, on regarde sur Medium. Donc, Medium, c'est un outil qui va un peu c'est entre le blog et l'article scientifique. Donc, Medium, il va un peu simplifier. Et donc, il va permettre en fait d'estimer, d'évaluer certaines techniques. Donc, pour ce qui est de la quantification de poissons, donc, j'avais une problématique, donc c'était celle de quantifier les poissons sur une zone donnée. Donc, on est en train de travailler sur ça avec Mathieu d'ailleurs. Donc, la question c'était quantifier les poissons sur une zone, mais savoir si la zone elle est en santé ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup de poissons ou pas, etc. Donc, la difficulté quand on fait ça, c'est qu'on a besoin d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut des données. Et les données, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Il faut faire un effort d'annotation des images. Et c'est quelque chose qui n'est pas si facile à trouver comme type de données. Bon, donc, j'ai réussi à les trouver. Mais on est toujours dans la même démarche. Donc, on est dans la partie de data acquisition. Donc, ça, les data acquisition, on va dire que c'est des données open source que j'ai réussi à trouver. Le data cleaning, je ne l'ai pas fait parce que les données ont été nettoyées par les chercheurs. Il y a eu la partie entraînement. Donc, ça on sait faire avec les outils, avec PyTorch. L'inférence. OK. Alors, donc, ça, je vous montrerai. Et le déploiement, ça, c'est pour plus tard. Donc, voilà la vidéo. Donc, ça, c'est aux Anses d'Arlet, si je ne me trompe pas. Donc, ce n'est pas moi qui ai pris la vidéo. Donc, a priori, c'est au niveau des Anses d'Arlet. Voilà, donc vous voyez que donc pour la majorité des poissons, c'est bon, mais là, par exemple, pour ce poisson-là, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut revenir sur le jeu de données, comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et redévelopper un jeu de données qui soit plus équilibré pour améliorer le système. Donc, comme les tests, je ne les ai pas faits de façon exhaustive. Donc, on va continuer, on va les faire de façon plus généralisée pour voir où sont les petits problèmes, où est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, c'est vraiment une itération. Donc, voici l'article. Donc, si vous voulez avoir, les liens, donc vous me dites et je vous donnerai les liens pour tester. J'ai aussi le notebook. Donc, le notebook, c'est vraiment le programme, donc pour que vous puissiez tester vous-même. Donc, les jeux de données, c'est DeepFish et OzFish. Donc, c'est vraiment
avec ça qu'on a pu entraîner, quoi. Donc c'est vraiment les jeux de données, c'est vraiment important, intéressant, même au niveau des collectivités. Quand on crée des jeux de données, que ce soit pour des appels à projets ou autres, c'est important, intéressant de les libérer pour que les autres ils puissent en profiter aussi. Donc c'est pas parce que votre projet il a une date de début, une date de fin, que le travail il est mort. Les données, si vous les libérez, ben derrière, ça peut continuer. Donc, un sujet qui est semblable, c'est celui du monitoring des iguanes. Alors, petite seconde, je regarde les questions. Alors, le lien pour Medium. Alors, Medium, c'est vraiment une plateforme qui permet en fait, où les gens peuvent publier leurs recherches, leurs travaux. Donc, Medium, c'est une plateforme, en fait. Donc, normalement, si vous posez des questions d'intelligence artificielle, vous pouvez souvent tomber sur des médiums. Alors, le problème, c'est que c'est payant. Je ne sais pas du tout. Alors, moi, je suis obligé à chaque fois de sauter de médium en médium parce qu'il y en a, ils sont bloqués, il faut payer, etc. Mais quand c'est ouvert, c'est des bonnes sources d'informations sur des algos, vous trouvez des jeux de données, pourquoi tel algo est meilleur qu'un autre. Donc, ça permet de développer son esprit critique. Et parfois, en termes de ressources, mais ça permet d'éviter de perdre son temps, quoi, parfois. Donc, c'est pour ça que je parle de Medium, mais c'est une plateforme assez généraliste. Donc, monitoring des iguanes. Donc, pareil, c'était une problématique que je m'étais lancée. Donc, développer un modèle qui permet en fait de détecter les iguanes. Donc, c'est un modèle qui peut être chargé sur une caméra, un Raspberry Pi par exemple, et puis être mis, je ne sais pas moi, par exemple, pour Saint-Louis ou Ille-et-Chancel, donc c'est au large du Robert, et puis peut être utilisé pour étudier les dynamiques de population des iguanes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Donc pareil, j'ai eu un problème sur les jeux de données. Donc j'ai fait un jeu de données moi-même. Je vais vous expliquer comment ça marche, l'acquisition et la fabrication des jeux de données, en sachant qu'il faut, voilà, 1000 photos, c'est pas suffisant. Il en faut plus, et il faut des photos variées. Donc vous avez des techniques qui vous permettent de, de faire ce qu'on appelle de l'augmentation, donc de façon artificielle, d'augmenter le jeu de données. Mais ça remplacera jamais des données variées, équilibrées, bien annotées. Donc, toujours pareil, data acquisition, nettoyage des données, entraînement et inférence. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que donc la data acquisition, pour le coup, je vais vous envoyer le lien, mais ça a été fait, les photos, toutes les photos ont été annotées par une équipe taïwanaise, donc en collaboration avec NVIDIA. Donc, je vous donnerai les liens. Mais c'est très important. Et donc, ils ont publié les données, donc j'ai récupéré, j'ai nettoyé, etc. Les données, je les ai entraînées. Et voilà ce que ça donne en vidéo. Donc, vous me dites, si vous ne voyez pas, vous me dites. Donc, en fait, les vidéos, on voit bien que c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais voilà, c'est un début. Ça permet de commencer à travailler. Puis après, j'espère pouvoir proposer quelque chose de mieux. Donc, monitoring de chauves-souris, donc ça, je ne vais pas en parler, mais pour une autre fois, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Donc, bon, ça avait marché pas mal, mais je doute, j'ai un petit doute sur le système. On en parlera une autre fois. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a également ce qu'on appelle il y a aussi ce qu'on appelle le sport tracking, ce que j'appelle, je ne sais pas si euh, on appelle comme ça en général. Mais le sport tracking, voilà, ça vous permet. Alors, ça, c'est un truc qui fonctionne très bien, qui peut être installé, développé. On peut développer dessus, hein. C'est utilisé grâce à une plateforme qui s'appelle, enfin, comme un algorithme qui s'appelle YOLO. Et donc, ça vous permet de traquer des positions. Et donc, ça peut être utilisé donc, dans le contexte du commerce
pour étudier des affluences. Donc, si vous le mettez, par exemple, dans un centre commercial, donc avec les protections qui vont bien, RGPD, etc. Mais vous pouvez monitorer l'affluence, où les gens vont, où les gens préfèrent aller, où les gens sont bloqués, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce qu'il y a plus des adultes, etc. Donc ça, c'est du tracking de personnes, mais c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Donc, si vraiment vous êtes capable d'individualiser chaque personne. C'est pas je détecte une personne et puis c'est tout. Il y a une sorte de mémoire qui individualise les gens. Donc, pareil, dans le sport tracking, on a ce qu'on appelle la pose estimation. Donc, c'est la capacité à avoir la position d'une personne et donc de pouvoir savoir ce qu'elle fait. Donc, par exemple, pour un footballeur, on peut estimer un shoot. Donc, il y a des gens qui ont estimé s'il y avait ou pas des voleurs dans leur magasin. Donc, c'est quelque chose qu'il est possible de faire avec l'estimation de la position, quoi. Donc, toujours les outils qui permettent de faire du prototypage rapide, donc en Python. On a des outils qui permettent de faire du monitoring de trafic. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé à ShellShare. Voilà. Donc, c'est pareil, vous pouvez faire le tracking des véhicules. Donc, vous pouvez imaginer que vous pouvez calculer la vitesse, le type de véhicule. Voilà. Est-ce que le trafic est fluide ou pas? Donc, ça permet de faire pas mal de choses. Et puis, ça fonctionne dès aujourd'hui. Dès maintenant, vous pouvez mettre ça en place, faire du temps réel, automatiser des choses, etc. Donc, on peut faire ce qu'on appelle de la segmentation, donc vraiment calculer les surfaces qui appartiennent ou pas à tel ou tel objet. On va passer directement au sujet du commerce, parce que le temps commence à avancer. Et puis, on va revenir, si ça vous intéresse, à d'autres sujets. Donc, voilà, on peut se bloquer ici. Tout à l'heure, je vous avais parlé du Camins. Donc, je pense que c'est intéressant dans le contexte du commerce. Donc, la segmentation client, je pense qu'il y a des outils actuellement qui sont automatisés qui le font, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est la partie où on va segmenter les clients. Donc, si vous avez une plateforme de e-commerce, vous avez des données. Et donc, ces données, elles vont vous dire si un client, il vient souvent, pas souvent, combien il consomme, euh, et est-ce que ça fait longtemps qu'il est venu ou pas. Donc, R, c'est pour la récence, F, c'est pour la fréquence, M, c'est pour le montant. Donc, vous faites une sorte d'outil de visualisation 3D, 3 dimensions, et puis vous allez ce qu'on appelle segmenter. Donc, définir les groupes. Donc, vous devez. Donc, il y a tout un travail de machine learning. Donc, définir le nombre de groupes que vous cherchez, optimiser ce nombre de groupes, et puis à partir de là, définir plusieurs groupes de clients. Donc, c'est des choses qui sont assez triviales, qui sont assez simples à faire en vrai. Et puis, ça vous permet de définir des types de clients. Donc, vous avez le client qui hiberne. Donc, c'est le client qui vient pas souvent et que ça fait très souvent qu'il n'est pas venu. Vous avez des clients qui viennent très souvent, mais qui ne sont pas venus depuis longtemps. Enfin, qui viennent de façon fréquente, mais pas depuis qui ne viennent plus depuis un moment. Donc, c'est des gens qui font réactiver. Donc, voilà, c'est l'idée de qu'est-ce qui est fait actuellement en fait, dans le commerce. Et donc, à partir de là, il y a des stratégies marketing qui sont mises en place en fonction de ce type de client. Alors, je vais donc du coup vous montrer une vidéo du prototype que j'ai mis en place, donc qui permet de faire ce qu'on appelle des inventaires en magasin.
Donc, imaginez, donc, comme je vous disais, vous êtes Monsieur Nutella, vous avez besoin de savoir à quel prix, quelle marge se font les magasins à qui vous fournissez les Nutella au niveau de Fort-de-France, par exemple, ou au niveau de la Martinique entière. Donc, je vais vous montrer comment fonctionne cette appli. Je vais essayer de baisser le son parce que c'est un peu fort. Est-ce que vous m'entendez? La musique? Voilà. OK. Voilà, donc si vous entendez, dites-moi. Si vous m'entendez, dites-moi parce qu'on a baissé le son. OK. Donc en fait, c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai proposé, ce que j'ai développé et je vous montre un peu quels sont les outils que j'ai utilisés parce que c'est des outils que vous pouvez utiliser aussi, que voilà, si vous êtes porteur de projet et ben, vous pouvez, agréger des gens compétents heu, dans différentes technos pour pouvoir, structurer votre appli. Donc, ce que j'ai fait, donc on pourra en parler tout à l'heure, parce que là, je pense qu'on est bientôt à 40. J'ai utilisé d'abord un système no-code qui s'appelle Adalo, donc qui va permettre de développer la partie appli ici. Ensuite, j'ai mis en place un serveur d'intelligence artificielle avec des outils qui existent, hein, qui s'appellent PyTorch et Flask. Et donc, cette appli, ce serveur, il va discuter avec un pourvoyeur de données produits de grande distribution open source qui s'appelle Open Food Fact. Donc, Open Food Fact, c'est une sorte de gigantesque base de données d'informations de produits de la grande distribution avec des données sur la qualité nutritionnelle, sur les ingrédients, sur les mots-clés, les codes EAN, etc. Donc, moi, j'utilise l'intelligence artificielle pour extraire le prix et le code barre, le AN. Et à partir de l'EAN, je vais pouvoir récupérer les informations du produit complémentaire. Donc, je vais avoir le prix, le code barre et les informations supplémentaires. Et donc, ça permet de mettre en place des campagnes de contrôle des prix ou de contrôle de marge. Si voilà, je bosse pour Nutella, je bosse pour Saint-Michel qui fait des biscuits, etc., etc. Donc ça, c'est avec des outils qui existent déjà, qui sont pour beaucoup gratuits. Adalo, c'est pas gratuit, mais Open Food Pact et PyTorch, c'est gratuit. Alors, pour ce qui est de l'entraînement, j'utilise un outil qui s'appelle RoboFlow. Donc, c'est un outil qui permet de faire de l'annotation de vidéos et, enfin, pardon, d'images. Et donc, c'est cette annotation d'images qui vous permet de construire des jeux de données qui vont être entraînés. Voilà.
Donc, c'est un peu les outils, la toolbox que j'utilise pour développer des solutions d'intelligence artificielle dans le domaine de la grande distribution, du commerce. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez des questions, je me ferai un plaisir de répondre. Voilà, merci. Comment tu annotes des images? Alors, si vous voulez voir la notation des images, je vous montre à partir de l'outil RoboFlow. Donc, vous me dites si vous ne voyez pas. Normalement, donc le site qui s'appelle RoboFlow, donc il se présente comme ça. Donc, RoboFlow, vous arrivez là-dessus. Il y a peut-être des outils meilleurs, mais moi, j'utilise ça et ça marche plutôt bien. C'est gratuit jusqu'à une certaine quantité de photos. Donc, vous rentrez ici. Donc, vous avez cette plateforme-là. Donc, vous créez un projet, nanana, et ça vous permet de faire rentrer des images. Donc, ce que vous mettez ici, c'est le type de projet. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la classification ou de l'object détection. C'est assez intuitif. La classification, c'est entre une photo de chien et de chat, ben, vous décidez si c'est un chien ou si c'est un chat. Dans object détection, vous devez dire à quel endroit se trouve le chien ou à quel endroit se trouve le chat. Et vous pouvez avoir chien plus chat. Voilà. Donc, object détection ou classification. Single label classification. Donc, une fois que vous avez fait ça, il y a la phase d'annotation. Donc, on va essayer. On va essayer. Si ça ne marche pas, on va faire dogs. Voilà. Et donc là, ici, vous rentrez des photos. Et après avoir rentré les photos, vous devez les annoter. Alors, je vous montre sur un projet qui existe déjà. Projet que j'ai fait. Donc, peut-être pour les iguanes, c'est plus simple. Alors, ça, ce n'est pas l'entraînement, c'est vraiment le jeu de données, la construction du jeu de données. Donc, tu construis ton jeu de données. Ici, tu peux entraîner, hein, mais la construction du jeu de données se fait là. Et donc, ce qui se fait, qui doit être fait à la main, donc vous imaginez sur plusieurs milliers d'images, le mieux, vous allez là et vous devez ici vous devez annoter à la main. Donc, vous avez un outil pour le... Alors, attendez. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Donc, vous avez un outil qui vous permet d'annoter les photos. Ouais, vous sélectionnez ici, vous faites un carré. La souris, je ne sais pas, je n'arrive pas à la faire fonctionner. Mais en tout cas, c'est photo après photo. Photo après photo, vous devez annoter à la main. Tout ça. Donc, j'imagine qu'il y a des outils maintenant qui infèrent un peu, enfin, qui déduisent, qui font une déduction qui vous permettent de pré-sélectionner les iguanes. Mais par exemple, vous en avez deux, eh bien, il faut sélectionner un, puis l'autre. Voilà. Donc, c'est un travail vraiment très fastidieux. SFR Caraïbes déploie la fibre optique jusqu'à l'abonné avec FTTH et lui permet de bénéficier du meilleur débit possible. Voilà, quoi. Mathieu, responsable qualité chez SFR Caraïbes, Donc là, nous normalement, explique les vous pouvez différentes entraîner, étapes de la mise en place de ce nouveau réseau. Bonjour, je m'appelle Mathieu, voilà, je suis ça peut être responsable de la qualité des intéressant, déploiements si de on la n'a fibre pas envie trop de optique se pour prendre les la tête, Antilles-Guyane. d'entraîner ici. Mon rôle consiste à coordonner les Et travaux puis, de ça vous construction du sort réseau un fichier avec les qui services peut être techniques des utilisé communes et les sur un entreprises locales serveur. que nous avons Et vous pouvez choisies. faire comme moi, l'architecte. Lorsque SFR Caraïbes installe la fibre optique dans une commune, la première étape consiste à poser un NRO, dit nœud de raccordement optique. Le NRO est le centre névralgique d'où partent, à travers un réseau souterrain, toutes les fibres qui alimenteront les différents quartiers. Puis, dans chaque quartier, la fibre partant du NRO est raccordée à une armoire de rue, appelée PM, dit point de mutualisation. Chaque point de mutualisation permet de distribuer, connecter la fibre à 400 logements environ. Pour en savoir plus et tester votre éligibilité, rendez-vous sur le site alors, plus vous avez d'images, ou dans en une principe, plus boutique vous avez SFR. d'images, mieux c'est. Plus vous avez d'images, mieux c'est, mais bon, 2000, 3000 par là, peut-être.
Après, on voit les performances, elles sont pas... Même si on essaie de faire ce qu'on appelle la data augmentation, là, vous faites... là, normalement... Découvrez Web Chuchote Voilà, Connect, c'est dans Generate. constructeur de sites web Vous avez le plus plusieurs puissant choses. par drag and drop, et le créateur pouvez, de landing page avec donc des vous avez pages d'accueil, une phase avec de des tests pré-processing, AB intégrés et des formulaires web pour créer des resizing, donc enquêtes. vraiment de mettre Sans oublier que une Connect taille s'appuie sur le adaptée, puissant parce que plus écosystème les images, cloud de Google plus elles sont pour grosses, les images, bénéficier de débit plus rapide. l'entraînement prend du temps. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nous avons aussi des tonnes d'autres fonctionnalités qui peuvent littéralement remplacer 17 ou plus de vos abonnements logiciels avec seulement Web Chuchote Vous Connect. avez là Constructeur l'augmentation, d'email donc par vous drag partez and de drop, 1000 images, il marketing va un par petit SMS peu modifier avec les des images campagnes pour check. Gestion de la vous en ayez- réputation, check. vous Messagerie avez texto l'illusion que vous avez plus bidirectionnelle d'images, dans mais en vrai, l'application portable si de on n'a Connect. pas une assez grande variété, Une boîte de ça réception fonctionne mal. unifiée, des conversations pour les courriers, les SMS, l'intégration des médias sociaux Système comme fonctionne Facebook pas bien. Messenger, S'il n'y a pas messages assez Instagram, Google My Business Chat, widget de chat du site web, le tout dans une seule boîte de réception de conversations unifiée. C'est pas génial? Ah, Eh bien, yes. nous avons beaucoup plus. Texto de paiement, calendrier illimité, rappel de rendez-vous, demande automatique de révision, moteur d'automatisation des flux de travail puissant et entièrement personnalisable, vous permettant de mettre en place presque toutes les règles pour automatiser presque tout. Messages vocaux téléphoniques sans sonnerie, pipeline d'opportunités, tableau Ouais. de bord analytique. C'est bien les clichés. Avec rapport, Après les clichés, il faut appel automatisé, faut avec annoter. C'est la enregistrement notation. d'appel, appel Alors ça peut retour ça par peut être texto pour intéressant, appel par exemple, manqué, pour un mais outil ce n'est pas tout. intelligent La liste ne s'arrête pas là. de Web stockage Chuchote d'images. Par Connect exemple, est voilà, si vous êtes véritablement photographe, vous avez des l'ultime photos de CRM Paris, vente et de vous marketing avez des tout photos en un. d'église, Conçu vous avez des spécialement photos pour de les PME voitures. comme la vôtre. Ben, ça peut Web Chuchote permettre Connect, rapidement de retrouver vos automatisez votre photos activité. ou de faire des montages vidéo si c'est dans les vidéos que vous faites la notation, etc. Donc, il y a vraiment un bon, comment dire, il y a pas mal de possibilités.